un chapeau anti-ondes à 215 €, un sac de couchage de protection anti-ondes à 665 € et une séance de coaching anti-ondes 2 fois plus chère qu'une consultation chez le médecin généraliste. Mais attendez, c'est quoi ce bordel? Là, on est sur le summum de l'exploitation de la peur, le nec plus ultra de la pseudoscience lucrative. Encore une fois, les gourous de l'arnaque ont flairé l'opportunité juteuse de transformer la peur déraisonnable des ondes électromagnétiques en véritable mine d'or. Alors autant les complotistes et les adeptes des crop cycles, ça me fait marrer, autant quand les charlatans aux intentions douteuses utilisent la peur et l'ignorance pour financer leur escapade tropicale, ça m'embête un peu plus. Imaginez Mathieu, n'aurait-il pas mieux fait de s'acheter le nouveau Zelda plutôt que de lâcher 60 balles dans un soi-disant slip anti-ondes qui ne protège ses inséparables que des fantômes de son esprit et qui n'a pour principal effet que de suffisamment réduire la taille de son portefeuille pour qu'il rentre dans la poche arrière de son pantalon. Mais attention, ne vous y trompez pas, ces vêtements sont réellement isolants. Ils bloquent vraiment le passage de certaines longueurs d'onde. Mais à moins d'enfermer votre enfant dans une cage de Faraday, ce n'est pas un bonnet anti-ondes qui va le protéger. En fait, entre nos téléphones, nos ordinateurs, les antennes relais et plus généralement tous les appareils électroniques, tenter de se protéger des ondes électromagnétiques avec un petit bonnet en laine, c'est comme sortir un t-shirt en hiver sous prétexte qu'on a mis des gants. On va quand même choper la crève. Mais vous pourriez me dire, Julien, t'es bien gentil, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Si on parle du danger des ondes, c'est qu'il y a une raison. Et effectivement, c'est le cas, parce que pendant mes recherches, je suis tombé sur ça. Le cirque classe les champs électromagnétiques de radiofréquence comme peut-être cancérogènes pour l'homme. Sauf que, on ne m'enlèvera pas si facilement de l'idée que le danger des ondes électromagnétiques, c'est du bullshit complet. Donc on est parti pour explorer ce vaste sujet et comprendre en profondeur la physique qui se cache derrière les ondes électromagnétiques. Et comme ça, on pourra faire la part des choses entre les dangers réels des ondes et ce qui relève de l'imaginaire collectif. Et croyez-moi, que vous soyez dans le camp des croyants ou dans le camp des sceptiques, vous risquez d'être surpris. Bonjour, je suis au parc avec ma grand-mère, j'espère que vous allez bien. Je vous parle d'un bonnet. Un bonnet au mois de juillet, ça paraît curieux, mais ce n'est pas un bonnet parce qu'il fait froid, c'est un bonnet qui protège des ondes du Wi-Fi, des ondes des satellites, des ondes de la 4G. Alors en fait, moi je suis assez sensible aux ondes, c'est pas le cas de tout le monde, ainsi soit-il. Donc en fait voilà, moi le portable ça me fait mal aux oreilles, je le mets jamais comme ça. J'ai un kit main libre spécial du reste. Depuis que j'ai ce bonnet, donc en fait il y a de l'argent dedans, c'est un isolant. Et franchement, les douleurs, j'en ai plus. Donc il y a une très très grande différence avec avant. Je vais rendre visite à une amie, là, une voisine, une ancienne voisine, mais je peux vous dire que là ça cogne bien, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe. Peut-être les magasins sans doute, mais... Ah ouais, ok. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est une antenne relais. Là c'est compliqué, il va falloir vraiment que je sorte de là et que je prenne une tangente dans une petite rue parce que sinon je vais griller. Comment vous vous sentez là? Là ça va pas du tout, je commence vraiment à avoir mal au crâne et avoir comme on dit, le casque, acouphène, brûlure aussi au sternum. Alors voyons ça. Ces gens se disent électrosensibles. Et à les écouter, on pourrait presque se croire dans un épisode de X-Files. Mais même si ça me fait vraiment marrer, là, c'est différent. Je fais une vidéo qui est publique, donc je me dois de faire preuve d'un minimum de rigueur scientifique et de prendre un peu de recul sur mes certitudes. Donc même si je ne suis ni chercheur ni physicien, j'ai quand même envie d'avoir une approche rigoureuse et méthodique pour pouvoir vous partager les réponses les plus fiables possibles sur le sujet. Et du coup, pour répondre à cet objectif ambitieux, c'est donc tout naturellement que j'ai commencé mes recherches par Wikipédia. Donc selon Wikipédia, la sensibilité électromagnétique ou syndrome HSE pour hypersensibilité électromagnétique fait référence à des symptômes fonctionnels divers non spécifiques, on va y revenir, souvent attribués par les sujets eux-mêmes, et à une exposition des champs électromagnétiques ou à des ondes électromagnétiques, écoutez bien, sans preuve clinique ni biologique. Eh bien ça commence bien cette histoire. Première définition de la vidéo, et il y a déjà 36 000 choses à dire. Donc pour pas se perdre, on va y aller par étapes. Donc première chose, on a affaire à des symptômes multiples. Et c'est peu de le dire. Par exemple, dans les témoignages des personnes électrosensibles, on retrouve entre autres des troubles du sommeil, des maux de tête, des problèmes de concentration, des démangeaisons et de l'eczéma, des acouphènes, des saignements de nez et tout un tas d'autres signes plus ou moins fréquents. Sauf que le problème, lorsqu'on a autant de symptômes décrits pour une même maladie,
et que ces symptômes sont non spécifiques, c'est-à-dire qu'ils sont aussi retrouvés dans beaucoup d'autres syndromes, c'est qu'il est extrêmement difficile de prouver ou de vérifier que les troubles de santé décrits sont vraiment liés à l'électrosensibilité et ne sont pas la conséquence d'une toute autre cause. Et on est d'autant plus en droit de se poser des questions que ces signes sont extrêmement larges et variés. Prenons un exemple étonnant. Il y a des cas où des personnes attribuent l'apparition de leur diabète aux ondes. Vous savez bien entendu, il y a réellement eu des témoignages de personnes électrosensibles désignant les ondes comme la cause de l'apparition de leur diabète. Et franchement, à l'époque de l'abondance et de la surconsommation, je trouve ça un peu audacieux de sortir un truc pareil. Mais soit, en tout cas on est tous d'accord sur un truc. Entre mal de crâne et un diabète, il y a un monde. Donc finalement, ce qu'on peut dire de tout ça, c'est que ce n'est pas parce que j'ai une box internet chez moi et que je fais des insomnies que je suis forcément électrosensible. En fait, il y a des milliers d'autres facteurs qui pourraient expliquer mon insomnie. Sauf que je suis d'accord avec vous, en disant ça, je ne dis pas grand-chose. Est-ce que je peux vous prouver que ma box internet ne joue pas un rôle, même infime, dans mes insomnies ? Absolument pas. Et ce pour une raison très simple, on touche ici aux limites de la méthode scientifique. C'est le concept de preuve du négatif. En fait, il est impossible pour la science de prouver l'inexistence de quelque chose. Dans le cadre des ondes électromagnétiques par exemple, cela se traduit par le fait qu'il est presque impossible de prouver l'absence d'un quelconque effet des ondes électromagnétiques sur notre santé. En fait, si on voulait vraiment y arriver, il faudrait déjà être capable d'envisager absolument tous les effets possibles et imaginables, puis de les tester un à un sur tous les individus de la planète sur toute la durée de leur vie. Ce qui est évidemment impossible en pratique. Mais heureusement, même si la situation semble sans issue, la science n'est pas impuissante dans ce domaine. Même si prouver que quelque chose n'existe pas est mission impossible, la science peut multiplier les études et les expérimentations pour tester la présence ou l'impact de ce qu'on recherche. Et si après une multitude d'études, on ne trouve toujours pas de pistes, pas d'effet significatif, alors on peut raisonnablement conclure que si effet il y a, soit il est extrêmement faible, soit il se produit dans des conditions extrêmement spécifiques et donc extrêmement rares. Et donc que ces effets potentiels sont complètement négligeables. Alors la question devient, concrètement, comment on s'y prend pour vérifier ça ? Eh bien, comme on l'a dit, on multiplie les études expérimentales. Et croyez-moi, il y en a eu un paquet. Tellement que, heureusement pour moi, parce que ça serait un véritable enfer d'avoir à les lire une par une, l'ensemble des résultats de ces expériences ont été compilés dans un rapport d'expertise collective de 2018 de l'ANSEE. Mais avant de vous donner les conclusions de l'ANSEE, je dois vous parler des tests qui ont permis d'aboutir à ces conclusions, les tests de provocation. Alors non, un test de provocation, ce n'est pas un concours de punchline avec pour objectif d'échauffer les personnes électrosensibles. C'est un test qui vise à déterminer comment les individus réagissent lorsqu'on les expose à un stimulus spécifique. Et dans notre cas, comment les personnes électrosensibles répondent lors d'une exposition à un champ électromagnétique de radiofréquence. Et la première conclusion de ces tests est assez intéressante. Aucune étude n'a mis en évidence une capacité des personnes se déclarant électrosensibles à percevoir les champs électromagnétiques radiofréquence. Aïe. Mais comment ont-ils fait pour arriver à ces conclusions ? Ils ont comparé deux groupes de personnes exposées à un champ électromagnétique de radiofréquence. Le premier groupe de personnes était constitué de personnes autodéclarées électrosensibles. Et le second groupe était constitué de personnes non électrosensibles. Et les résultats n'ont montré aucune différence significative dans la capacité des individus à percevoir le champ électromagnétique. Autrement dit, il y a autant de chances que je sois en mesure de détecter un champ électromagnétique que le monsieur au bonnet anti-ondes. Mais les conclusions ne s'arrêtent pas là. Au final, aucune preuve expérimentale solide ne permet actuellement d'établir un lien de causalité entre l'exposition au champ électromagnétique et les symptômes décrits par les personnes se déclarant électrosensibles. C'est assez radical comme conclusion. Et ça pose plusieurs problèmes. Il y aurait aujourd'hui entre 2 et 5% de la population se disant électrosensible, ce qui représente plus de 2 millions de Français concernés par cette souffrance. Donc a priori, pour qu'il y ait autant de monde se disant électrosensible, c'est que la souffrance est bien réelle. Et même si aucune relation de causalité, ni même aucun effet clinique ni biologique n'a pu être mis en évidence, la pire erreur serait de stigmatiser ces personnes et d'ignorer leur souffrance. Parce que oui, à ce stade, on se rend bien compte que l'électrosensibilité est un syndrome inventé de toutes pièces par l'esprit des gens qui n'a aucune réalité biologique. Alors vous allez me demander, du coup, d'où vient cette souffrance ? Et pour répondre à cette question, on va s'intéresser aux travaux du physicien, ingénieur et chercheur français Sébastien Point. En fait, selon lui, certaines perceptions corporelles, qu'elles soient normales ou pathologiques, seraient confondues à tort avec les prétendus effets biologiques des ondes. Cette confusion aurait notamment pour origine un traitement médiatique alarmiste des effets présumés des champs magnétiques. Et on comprend où il veut en venir. L'électrosensibilité ne serait pas causée par les ondes électromagnétiques, ce qui rejoint les conclusions de l'ANSEE, mais par notre propre cerveau qui nous jouerait des tours. Et c'est là le drame. Une fois la crainte installée dans l'esprit des gens, c'est le biais de confirmation qui prend le relais.
Il commence alors à attribuer aux ondes tous les maux possibles et imaginables. Et cette attention exacerbée à ces soi-disant symptômes conduirait au développement d'un syndrome d'hypersensibilité bien connu en psychologie. Et voilà comment une simple inquiétude peut se transformer en phobie paralysante. Finalement, l'approche cognitive de l'électrosensibilité de Sébastien Point a un double avantage. Le premier est celui de respecter le principe de parcimonie, un principe scientifique majeur dans l'explication des phénomènes naturels et qui est un peu l'arme secrète pour détruire toutes les théories du complot. On en reparlera souvent dans les prochaines vidéos, donc abonne-toi si ça t'intéresse. Le second avantage, c'est qu'en définissant l'électrosensibilité comme une phobie, ça permet d'expliquer les symptômes les plus courants revendiqués par les personnes dites électrosensibles. Ce qui permet par la suite, puisque la phobie et les troubles anxieux sont déjà largement étudiés, de comprendre les mécanismes physiologiques et biologiques à l'origine de ces symptômes. Et une fois qu'on a compris ça, on saisit le rôle crucial que joue l'éducation et l'information sur le grand public, et en particulier sur les jeunes, pour qui le risque de développer une phobie invalidante est le plus important. Finalement, c'est en comprenant les mécanismes physiques à l'œuvre, en démystifiant les phénomènes électromagnétiques et en diffusant largement ces explications au grand public, qu'on pourra petit à petit participer à la réduction de l'incidence de l'électrosensibilité. D'où cette vidéo. Mais malheureusement, alors que je pensais en avoir fini avec le danger illusoire des ondes électromagnétiques, je suis retourné sur la page Wikipédia de l'électrosensibilité et je suis tombé sur ça. Mais là, on va tenter une autre approche. Pour ne pas se faire balloter par les conclusions parfois contradictoires entre les différentes études et pour pouvoir se forger un avis solide et éclairé sur la question, plutôt que d'aller chercher les conclusions des rapports des autorités sanitaires, on va tenter de comprendre par nous-mêmes la physique derrière les ondes électromagnétiques. Et rassurez-vous, même ma grand-mère qui n'a pas fait d'études pourrait comprendre. Donc tout va bien se passer. Par exemple, ma parole, ce sont mes cordes vocales qui vibrent, c'est une onde électromagnétique. C'est une onde électromagnétique. C'est une onde électromagnétique. Bon là, c'est catastrophique. Déjà sortir une coquille pareille alors qu'on est censé être un expert du domaine, c'est remarquable. Mais à la limite, on peut se tromper, il n'y a pas de souci. En fait, ce qui me dérange ici, c'est que cette énormité ait pu passer tous les filtres de revisionnage et soit arrivée à être diffusée sans que personne n'ait rien dit. Et le pire, c'est que juste après la coquille, la vidéo est coupée. Donc là, c'est un petit peu louche. Allô docteur, je ne sais pas ce qui s'est passé, je vous laisse le bénéfice du doute, mais ça reste assez décevant. C'est un manque de rigueur criant qui remet en cause la totalité de votre travail. Comment on peut faire confiance à un média qui laisse passer quelque chose d'aussi énorme que ça? Mais bref, là je m'égare. En fait, ce passage permet surtout de mettre en lumière l'importance cruciale d'avoir une compréhension au moins sommaire des mécanismes physiques à l'œuvre pour porter un regard critique sur ce qui est dit dans les médias. Parce que pour le non-initié, la parole d'une figure d'autorité fait souvent office de vérité absolue. Et dans ce cas précis, ça pose un gros problème de compréhension. Votre esprit a de la valeur. Donc ne le laissez pas se faire manipuler gratuitement par les médias. Protégez-vous, faites preuve de curiosité et menez vos recherches avec méthode. Du coup, retournons au cœur du sujet avec une question qui semble simple mais qui reste à mon sens indispensable pour la suite. Qu'est-ce qu'une onde? Imaginez-vous au bord d'un lac tranquille. Vous prenez une pierre et la lancez dans l'eau. Que se passe-t-il? Des cercles concentriques se forment et s'élargissent à partir du point d'impact. Bravo, vous venez de créer vos premières ondes. Une série d'oscillations qui correspondent à une perturbation du milieu dans lequel elles se propagent. Et ici, les vagues sur le lac sont des ondes mécaniques se déplaçant à travers l'eau. D'ailleurs, parenthèse, on peut se poser la question. Comme c'est vous qui avez jeté la pierre dans le lac, est-ce qu'on peut dire que ces vagues sont des ondes artificielles créées par l'homme? Non. Je vous laisse y réfléchir et débattre en commentaire. Maintenant, repivotons vers notre sujet principal, les ondes électromagnétiques. Contrairement aux ondes mécaniques qui nécessitent un milieu comme l'eau ou l'air pour se propager, les ondes électromagnétiques sont des perturbations des champs électriques et magnétiques qui nous entourent. Elles n'ont alors pas besoin de support pour se propager et peuvent donc voyager à travers le vide dans les 3 dimensions. Finalement, ces ondes, ces perturbations, sont les vecteurs d'une certaine quantité d'énergie. Et dans le cadre des ondes électromagnétiques, le support de cette énergie, c'est le Saint Graal photon. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais le photon c'est la particule de la lumière. Donc en fait, d'une certaine manière, une onde électromagnétique ce n'est rien de plus que de la lumière. Parfois visible, parfois non. Mais ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que peu importe l'onde électromagnétique, peu importe son origine, c'est toujours le cas. Donc quand vous entendez... Donc le sujet du stress électromagnétique me tient particulièrement à cœur puisque je me suis rendu compte que j'étais concerné et qu'en fait, eh bien, on est tous concernés, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Les ondes électromagnétiques artificielles, je le précise, parce que c'est bien ce dont il s'agit ici. Ce sont les ondes électromagnétiques issues de nos technologies, de nos ordinateurs, de nos téléphones, du Wi-Fi, du Bluetooth, des antennes relais, de l'électricité de nos maisons, notamment.
Alors, dites-vous que ce qu'on vous raconte, c'est de la merde. Quoi? mais vous pouvez alors me rétorquer qu'il y a bien une différence entre les rayons UV du soleil et les micro-ondes qui réchauffent votre pasta box. Et vous auriez raison. En fait, ce qui les distingue, ce n'est pas leur composition, c'est leur fréquence mesurée en Hertz qui indique combien de fois l'onde oscille en une seconde. Et pour mieux comprendre ce monde invisible, les scientifiques ont élaboré un spectre électromagnétique qui classe les ondes selon leur fréquence et leur longueur d'onde. Du côté des basses fréquences, on retrouve les ondes radio, les micro-ondes et les infrarouges. En progressant vers des fréquences plus élevées, on croise la lumière visible qui s'étend de 400 à 800 nanomètres, avant de plonger dans l'univers des ultraviolets et des rayons gamma, où les fréquences sont les plus importantes. Alors rassurez-vous, je ne vous montre pas ce spectre électromagnétique pour rien. En fait, il nous permet de comprendre quelque chose d'important dans le contexte de la défiance entourant les ondes électromagnétiques. L'énergie portée par une onde électromagnétique augmente avec sa fréquence. Autrement dit, aussi paradoxal que ça puisse paraître, la lumière visible, celle qui nous permet de voir tout ce que nous voyons quotidiennement, qu'on retrouve ici, est en fait beaucoup plus énergétique que les ondes émises par nos téléphones situées ici, au niveau des ondes de basse fréquence entre 500 et 2500 MHz. Mais attention, là on parle de l'énergie par photon. Un photon de faible fréquence aura effectivement moins d'énergie qu'un photon de haute fréquence. Mais la quantité totale d'énergie transmise dépend aussi du nombre de photons émis. Et plus on émet de photons, plus l'intensité du rayonnement sera importante et donc plus on émet d'énergie. Mais ça, on en reparle un peu plus tard. Avant d'entamer la partie sur les risques potentiels de l'utilisation des téléphones portables et plus généralement des ondes de très basse fréquence, parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus, il faut comprendre comment ces ondes peuvent impacter le corps humain. Parce qu'au final, c'est bien ça qui nous intéresse aujourd'hui. Quels sont les effets des ondes sur la santé ? On a exploré le spectre électromagnétique et constaté que les ondes varient en fréquence et en énergie. Maintenant, quelles sont celles qui, si elles existent, présentent un vrai danger pour nous ? En fait, les ondes sont réparties en deux catégories. Les ondes dites ionisantes, qui sont un peu les méchantes d'histoire, qui sont assez énergétiques pour modifier la matière. Plus concrètement, ces ondes sont en fait capables d'arracher des électrons aux atomes et de les transformer en ions. Alors c'est vrai que dit comme ça fait un peu flipper. Et effectivement, à forte dose, ces rayonnements ionisants peuvent carrément être mortels pour l'homme. Mais il ne faut pas oublier deux choses. D'une part, que ces rayonnements sont utilisés dans le secteur de la santé, à la fois pour le diagnostic, mais également pour traiter et soigner certaines maladies. Et d'autre part, que l'exposition annuelle aux rayonnements ionisants est principalement d'origine naturelle, par le rayonnement cosmique, ou parce que vous bouffez des bananes. Maintenant parlons du second groupe, les gentils. Vous vous en doutez, si les premières ondes sont dites ionisantes, les secondes sont dites non ionisantes. Autrement dit, dans ce groupe, les ondes n'ont aucune chance de modifier la matière qu'elles rencontrent. Au max, elles peuvent réchauffer la matière. On parle alors d'effet thermique. Et c'est plutôt rassurant, surtout quand on sait que les ondes émises par nos téléphones, nos appareils électroniques, les lignes haute tension et les antennes 5G sont toutes des ondes basse fréquence et font donc partie du camp des gentils. Mais du coup, si on suit ce raisonnement, les téléphones devraient être considérés comme inoffensifs pour l'homme. Alors comment se fait-il que l'OMS ait classé les téléphones portables dans la catégorie 2B, c'est-à-dire peut-être cancérogène pour l'homme ? En fait, il existe bien une réponse à cette question et elle est double. Alors, le juge de paix, ça sera toujours la méthode scientifique et l'expérimentation. Mais avant d'aller voir les conclusions surprenantes de la littérature scientifique, nous devons absolument parler d'un élément qui alimente le débat public sur le danger des ondes, le débit d'absorption spécifique, plus connu sous le nom de DAS. Donc, avant toute chose, le DAS, c'est quoi ? Et pourquoi on en parle ? Alors, c'est un indicateur d'exposition au rayonnement électromagnétique dont la fréquence se situe entre 100 kHz et 10 GHz, c'est-à-dire pour les basses fréquences. Finalement, c'est un peu le Nutri-Score des aliments, mais pour les ondes radio. Il nous dit combien d'énergie émise par nos gadgets électroniques et donc nos smartphones, notre corps peut absorber. Et pour les plus scientifiques d'entre vous, le DAS est mesuré en watts par kilogramme. Donc on comprend assez facilement pourquoi il agite le débat public et fait la une des médias. On a le sentiment que mesurer la quantité d'énergie absorbée par notre corps va nous renseigner sur la dangerosité de nos appareils. Sauf que je vous le rappelle, les téléphones émettent des ondes de basse fréquence et donc de basse énergie. Donc le seul effet physique attendu est un simple échauffement des tissus, et ce, quelle que soit la dose. Donc finalement, votre téléphone peut émettre autant d'énergie qu'il veut, il ne pourra pas altérer votre ADN. Donc déjà, on peut souffler. Mais bon, mettons de côté la pertinence de cet indicateur et analysons de plus près le DAS de nos appareils. Parce que même si tout le monde en parle, finalement, personne ne le comprend véritablement. Le DAS est une mesure qui prend en compte le pire scénario. Dans les laboratoires, le téléphone est utilisé à pleine puissance, dans de mauvaises conditions de réception,
est collée directement à l'oreille. Ça permet de déterminer la valeur maximale d'énergie que le corps pourrait théoriquement absorber. Mais ces conditions ne reflètent absolument pas l'utilisation habituelle d'un téléphone. Par exemple, lors d'un appel, le téléphone n'émet pas constamment à pleine puissance. En réalité, il alterne entre émission et réception, émettant ainsi pendant environ la moitié du temps de la conversation. Et lorsqu'on va sur YouTube ou qu'on scrolle sans s'arrêter pendant des heures sur TikTok, la durée d'utilisation est plus longue, certes, mais le téléphone, souvent tenu à distance, émet généralement moins de 10% du temps total. Finalement, la délicieuse ironie de l'histoire, c'est que plus on essaie de se protéger des ondes de son téléphone et plus on entrave son signal, plus il va s'énerver et émettre un signal puissant pour tenter de se raccrocher désespérément au réseau. Je trouve ça magnifique. Parce que si vous vous rendez sur ce site, au lieu de vous acheter un bouclier anti-ondes, vous allez vous offrir un véritable amplificateur d'ondes électromagnétiques. Incroyable. Mais ça, c'est la théorie. C'est intéressant, mais in fine, ce qui fait foi, ce sont les études expérimentales. Parce que oui, on a bien compris les effets thermiques des micro-ondes. Mais étant donné la complexité des mécanismes biologiques à l'œuvre dans notre corps, personne ne peut affirmer être à l'abri d'un effet spécifique non anticipé pouvant impacter une structure biologique particulière et par conséquent de ses impacts sur la santé. Donc finalement, qu'est-ce que dit la littérature scientifique ? Quand on lit les conclusions des revues systématiques, c'est-à-dire les études ayant le plus haut niveau de preuve, on retrouve toujours plus ou moins la même chose. Une absence troublante d'association claire entre les ondes de nos téléphones et des effets néfastes sur notre santé au niveau des émissions rencontrées dans notre environnement. Mais attendez, c'est pas fini. Alors qu'on pourrait penser les conclusions des méta-analyses claires et rassurantes, elles soulignent aussi une grande hétérogénéité dans les études et une potentielle présence de nombreux biais et facteurs confondants, rendant les résultats moins lisibles. Et pour couronner le tout, elles admettent, un peu gênées, qu'elles n'ont pas vraiment regardé assez loin dans le temps pour voir si à long terme, nos précieux téléphones ne sont pas en train de cuire à feu doux nos cerveaux. Et pire, il y a même des études qui montrent des effets indéniables de l'utilisation massive des téléphones sur l'apparition de tumeurs du cerveau. Donc si comme moi, vous pensiez que les ondes des téléphones ne représentaient aucun danger, c'est la douche froide. Mais prenons quand même un peu de recul. En fait, c'est un peu comme dire que manger trop de glace peut vous donner mal au ventre. Évidemment, c'est sûr que si vous enfilez un pot de Ben & Jerry's tous les soirs, il y a des chances qu'à 40 ans vous soyez diabétique. Mais si vous mangez 2 boules de glace le week-end devant votre série Netflix, a priori, tout devrait bien se passer. Donc pas de quoi interdire vos pots de glace préférés. Et pour les téléphones portables, c'est pareil. Le truc, c'est que l'OMS ne peut ou ne veut pas prendre de risques. Donc aussi minime soit le risque, elle jouera toujours la carte de la prudence et du principe de précaution. Et du coup, comme les études peinent à nous donner une conclusion claire et solide sur les effets négligeables, voire sans conséquence des champs électromagnétiques sur l'homme, on se retrouve avec les téléphones et les champs électromagnétiques basse fréquence classés dans la catégorie 2B des produits peut-être cancérogènes. Ce qui s'accompagne de tout un tas de croyances et d'angoisses alimentant le business juteux des produits anti-ondes. Donc entre d'un côté les effets certainement négligeables des téléphones et des ondes basse fréquence, et de l'autre l'apparition de phobies potentiellement handicapantes pour 2 à 5% de la population, j'ai comme l'impression que l'OMS a mal calculé son coût. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc là, on a fini notre grand détour qui nous a permis de maîtriser les fondamentaux. Mais maintenant, revenons à la problématique de départ, cette phrase. Le syndrome d'électrosensibilité est à distinguer des effets biologiques des champs électromagnétiques sur l'être humain, en particulier les champs statiques d'extrêmement basse fréquence, dont on reconnaît le caractère peut-être cancérogène en cas d'exposition de long terme. On a compris que l'électrosensibilité est un simple effet nocebo. On a compris que l'EDAS était une mesure imparfaite et on a compris que le téléphone n'est pas plus dangereux qu'un paquet d'M&M's. Mais il reste encore un secteur qu'on a laissé de côté. Les ondes de extrêmement basse fréquence et les dangers liés aux lignes de très haute tension. Et à ce stade de la vidéo, il m'est impossible de laisser passer ça. On a commencé le travail, on le finit. Là, on se retrouve un peu dans le même cas que les téléphones. Donc on va faire court. On a effectivement des études qui montrent des liens statistiques entre l'exposition aux champs électromagnétiques basse fréquence et les leucémies infantiles. Mais d'une part, ça ne concerne que les foyers situés à moins de 50 mètres d'une ligne à très haute tension, et d'autre part, étant donné que seulement 0,2% de la population des moins de 15 ans vit à moins de 50 mètres d'une ligne très haute tension en France, même si on fait l'hypothèse qu'il existe un véritable lien de causalité entre les champs extrêmement basse fréquence et la leucémie infantile, ça ne se traduirait chaque année que par un excès de 1 cas de leucémie aiguë. Alors évidemment, même si on peut prendre la moindre décision permettant de réduire l'incidence des leucémies aiguës chez les enfants, il faut le faire. Je ne remets absolument pas en question le principe de précaution, surtout pour les plus jeunes. Mais encore une fois, ce que je souhaite mettre en lumière, et c'est par ça que je vais conclure cette vidéo, c'est le décalage stupéfiant qu'il existe entre la peur et la défiance que suscitent ces installations et les risques éventuels et souvent négligeables qu'elles pourraient véritablement entraîner.